Dans ce chapitre 4, L'homme qui n'avait pas l'air normal du livre Atomic Habits, James Clear explique que nos habitudes sont largement guidées par notre capacité à remarquer des signaux, souvent sans même en avoir conscience. Il commence par raconter l'histoire d'une femme qui travaillait comme ambulancière. Lors d'une réunion de famille, elle regarde son beau-père et ressent immédiatement que quelque chose ne va pas. Elle ne sait pas expliquer pourquoi, mais elle insiste pour qu'il aille à l'hôpital. Quelques heures plus tard, les médecins découvrent une artère bloquée qui aurait pu provoquer une crise cardiaque mortelle. Cette femme n'a pas deviné le danger par hasard. Après des années d'expérience, son cerveau avait appris à reconnaître des schémas subtils sur le visage de patients en détresse. Son intuition était en réalité le résultat d'un apprentissage inconscient. James Clear montre que ce phénomène existe dans de nombreux domaines. Des analystes militaires peuvent distinguer un missile ennemi d'un avion allié sur un radar. Des experts en art savent reconnaître une œuvre authentique sans pouvoir dire exactement pourquoi. Des radiologues expérimentés peuvent prédire un AVC avant que les signes ne soient déjà visibles. Dans tous ces cas, le cerveau apprend à repérer les indices importants grâce à la répétition. Le cerveau humain est une machine à prédire. Il observe constamment l'environnement, trie les informations et enregistre ce qui est utile. Avec le temps, ce processus devient automatique. C'est ainsi que les habitudes se forment. Nous agissons sans réfléchir consciemment parce que notre cerveau a déjà décidé pour nous. Cette automatisation rend les habitudes efficaces, mais aussi dangereuses. Une fois qu'une habitude est installée, nous la répétons sans la remettre en question. Nous pouvons nous excuser trop souvent, consulter notre téléphone sans y penser ou manger par réflexe. Plus un comportement est répété, moins nous en sommes conscients. James Clear insiste sur une idée importante. Une habitude peut commencer sans que nous remarquions le signal qui la déclenche. Les envies semblent apparaître de nulle part. Les objets du quotidien, comme la télécommande ou le téléphone, deviennent invisibles à nos yeux, mais continuent d'influencer nos actions. C'est pour cette raison que le changement de comportement doit commencer par la prise de conscience. Avant de créer de bonnes habitudes, nous devons comprendre celles que nous avons déjà. Pour cela, James Clear propose un outil appelé le Habits Scorecard ou tableau des habitudes. Le principe est simple, il faut écrire toutes ces habitudes quotidiennes, puis les classer comme positives, négatives ou neutres, selon leurs effets à long terme. Il ne s'agit pas de se juger, mais simplement d'observer. Une habitude est bonne si elle nous aide à devenir la personne que nous voulons être. L'auteur explique aussi que l'on peut s'inspirer de la méthode japonaise du pointer et nommer, utilisée dans les chemins de fer. Dire ses actions à voix haute augmente la conscience et réduit les erreurs. De la même manière, verbaliser ses habitudes peut empêcher d'agir en pilote automatique. En conclusion, James Clear rappelle que toute transformation commence par la conscience. En rendant nos habitudes visibles, nous reprenons le contrôle et créons l'espace nécessaire pour changer. Dans ce chapitre 5, la meilleure façon de commencer une nouvelle habitude, James Clear explique que la meilleure façon de commencer une nouvelle habitude n'est pas la motivation, mais la clarté. Il commence par une étude menée en Grande-Bretagne en 2001 auprès de 248 personnes qui voulaient faire plus d'exercice. Les participants ont été divisés en 3 groupes. Le premier groupe devait simplement noter combien de fois ils faisaient du sport. Le deuxième groupe faisait la même chose, mais recevait aussi des informations sur les bienfaits de l'exercice pour la santé. Le troisième groupe, en revanche, devait faire quelque chose de plus précis. Chaque personne devait écrire exactement quand, où et comment elle allait faire du sport. Les résultats sont surprenants. Dans les 2 premiers groupes, seulement 35 à 38% des personnes ont fait du sport au moins une fois par semaine. Mais dans le troisième groupe,
91% des participants ont tenu leur engagement. La différence venait d'une simple phrase: je ferai au moins 21 minutes d'exercice le jour, à heure, à lieu. Cette stratégie s'appelle une intention de mise en œuvre. C'est un plan clair qui précise quand et où une habitude va se produire. James Clear explique que la plupart des habitudes sont déclenchées par deux types de signaux, le temps et le lieu. Les intentions de mise en œuvre utilisent exactement ces deux éléments. Des centaines d'études montrent que cette méthode fonctionne pour de nombreux comportements: étudier, voter, recycler, se coucher plus tôt ou arrêter de fumer. Le message est simple: les personnes qui font un plan précis passent plus facilement à l'action. Beaucoup de gens pensent manquer de motivation, alors qu'en réalité, ils manquent de clarté. Dire «je veux manger plus sainement» ou «je veux écrire plus» n'est pas suffisant. Si vous ne décidez pas quand et où l'habitude aura lieu, vous laissez tout au hasard. Une fois qu'un plan est défini, il n'y a plus besoin de réfléchir. Quand le moment arrive, vous suivez simplement ce que vous avez décidé à l'avance. Par exemple, je méditerai 1 minute à 7 heures dans la cuisine. Je ferai du sport à 17 heures dans ma salle de sport. James Clear présente ensuite une stratégie encore plus puissante, le habit stacking ou empilement d'habitudes. Cette méthode consiste à ajouter une nouvelle habitude juste après une habitude déjà existante. Il explique que nos comportements sont naturellement liés les uns aux autres. Une action devient souvent le signal de la suivante. On se lave les mains après être allé aux toilettes. On se change après le travail. On se couche après avoir éteint la lumière. La formule du habit stacking est simple. Après habitude actuelle, je ferai nouvelle habitude. Par exemple, après avoir versé mon café le matin, je méditerai 1 minute. Après avoir enlevé mes chaussures de travail, je mettrai mes vêtements de sport. Après m'être assis à table pour dîner, je dirai une chose pour laquelle je suis reconnaissant. L'élément clé est de choisir un signal clair, précis et quotidien. Plus le signal est spécifique, plus il est facile de passer à l'action. Des objectifs vagues créent des résultats vagues. James Clear conclut que la première loi du changement de comportement est de rendre l'habitude évidente. Les intentions de mise en œuvre et le habit stacking sont deux des moyens les plus simples et les plus efficaces pour y parvenir. Dans ce chapitre 6, la motivation est surestimée. L'environnement compte davantage. James Clear explique que la motivation et la volonté ne sont pas les facteurs les plus importants pour changer nos habitudes. Bien souvent, c'est l'environnement qui influence notre comportement bien plus que notre force mentale. Il commence par raconter l'histoire d'Anne Thorndike, une médecin à l'hôpital général du Massachusetts. Elle pensait pouvoir améliorer l'alimentation de milliers de personnes sans leur parler, sans les motiver et sans leur demander de faire plus d'efforts. Son idée était simple: changer l'environnement. Avec son équipe, elle a modifié l'organisation de la cafétéria de l'hôpital. Avant, les réfrigérateurs près des caisses contenaient uniquement des sodas. Les chercheurs ont ajouté de l'eau dans ces réfrigérateurs et ont placé des bouteilles d'eau un peu partout dans la salle. Rien d'autre n'a changé. Les résultats ont été impressionnants. Les ventes de soda ont diminué de plus de 11%, tandis que les ventes d'eau ont augmenté de près de 26%. Personne n'avait reçu de conseils, personne n'avait été motivé. Le comportement a changé simplement parce que le choix était devenu plus visible. James Clear explique que nous choisissons souvent les choses non pas pour ce qu'elles sont, mais pour l'endroit où elles se trouvent. Si des biscuits sont sur le comptoir, nous les mangeons plus facilement. Si un téléphone est dans notre poche, nous l'utilisons sans réfléchir. Nos habitudes dépendent fortement des signaux qui nous entourent. L'environnement agit comme une main invisible qui façonne nos actions. Le psychologue Kurt Lewin résumait cette idée avec une équation simple. Le comportement est une fonction de la personne et de son environnement. Autrement dit,
Chaque habitude dépend du contexte. Chez les humains, le sens le plus puissant est la vue. La majorité de nos récepteurs sensoriels sont liés à la vision. C'est pourquoi ce que nous voyons influence fortement ce que nous faisons. Un petit changement visuel peut produire un grand changement de comportement. La bonne nouvelle, c'est que nous pouvons concevoir notre environnement. Par exemple, lorsque le compteur électrique est placé dans un endroit visible, les gens consomment moins d'énergie. Quand une guitare est sortie du placard, on la pratique plus souvent. Quand des fruits sont visibles sur la table, on les mange davantage. James Clear donne plusieurs exemples simples. Si vous voulez prendre vos médicaments, placez-les près du lavabo. Si vous voulez boire plus d'eau, mettez des bouteilles dans plusieurs pièces. Si vous voulez écrire plus, laissez un carnet sur votre bureau. Plus un signal est évident, plus l'habitude devient facile. L'auteur explique aussi que le contexte devient le signal. Avec le temps, nous associons certains lieux à certains comportements. Le lit devient lié au sommeil, le canapé à la télévision, le bureau au travail. Ce n'est pas l'objet qui compte, mais la relation que nous avons avec l'espace. C'est pourquoi les habitudes sont souvent plus faciles à changer dans un nouvel environnement. Un nouveau lieu permet de créer de nouvelles associations sans être perturbé par les anciens signaux. James Clear recommande une règle simple, un espace, une fonction. Si ce n'est pas possible, divisez votre espace en zones claires. Chaque habitude doit avoir un endroit précis où elle peut s'installer. Il conclut que des habitudes stables ont besoin d'un environnement stable. Lorsque chaque chose a une place et un rôle clair, les bonnes habitudes peuvent se former naturellement. Dans ce chapitre 7, Le secret de la maîtrise de soi, James Clear remet en question une idée très répandue, celle selon laquelle les mauvaises habitudes sont le résultat d'un manque de volonté ou de discipline personnelle. Il montre que, bien souvent, le véritable problème n'est pas la personne, mais l'environnement. Il commence par une histoire étonnante datant de la guerre du Vietnam. En 1971, des responsables politiques américains découvrent qu'une grande partie des soldats stationnés au Vietnam consommaient de l'héroïne. Environ 20% d'entre eux étaient dépendants. Le gouvernement s'inquiète alors d'une crise massive de toxicomanie au retour des soldats aux États-Unis. Une chercheuse, Lee Robbins, est chargée d'étudier la situation. Les résultats de son enquête surprennent tout le monde. Une fois rentrés chez eux, près de 90% des soldats arrêtent la drogue presque immédiatement, sans traitement intensif. Seuls 5% rechutent après un an. Pourquoi ? Parce que leur environnement avait complètement changé. Au Vietnam, les soldats étaient entourés de stress, de danger, de camarades consommateurs et d'un accès facile à la drogue. De retour aux États-Unis, tous ces signaux avaient disparu. Quand le contexte change, l'habitude change aussi. Cette découverte va à l'encontre de nombreuses croyances culturelles. On nous dit souvent que si nous fumons, mangeons trop ou procrastinons, c'est parce que nous manquons de maîtrise de soi. Pourtant, les recherches montrent autre chose. Les personnes qui semblent très disciplinées n'utilisent en réalité que très peu leur volonté. Elles organisent simplement leur vie de façon à éviter les tentations. Les personnes ayant le plus de maîtrise de soi sont souvent celles qui en ont le moins besoin. Il est beaucoup plus facile de résister à une tentation quand on n'y est presque jamais exposé. James Clear explique que, lorsqu'une habitude est bien ancrée dans le cerveau, elle peut réapparaître instantanément dès que les signaux associés reviennent, même après des années. Une ancienne fumeuse, par exemple, peut ressentir une forte envie de cigarette simplement en retrouvant une situation liée à son passé. C'est pour cette raison que certaines stratégies échouent. Faire peur aux fumeurs ou culpabiliser les personnes en surpoids peut augmenter le stress, ce qui déclenche le comportement que l'on veut éviter. Les mauvaises habitudes s'auto-alimentent.
On se sent mal, alors on adopte une mauvaise habitude pour se soulager, puis on se sent encore plus mal. Ce phénomène s'appelle le désir déclenché par un signal. Il se produit souvent sans que nous en soyons conscients. Une simple image peut activer une envie profonde en une fraction de seconde. La conclusion est claire. Résister à la tentation n'est pas une stratégie efficace à long terme. La vraie solution est de supprimer ou réduire les signaux qui déclenchent les mauvaises habitudes. Par exemple, si votre téléphone vous distrait, laissez-le dans une autre pièce. Si les réseaux sociaux vous rendent envieux, arrêtez de suivre certains comptes. Si vous regardez trop la télévision, retirez-la de votre chambre. Si vous dépensez trop d'argent, évitez les sites de comparaison. Cette approche inverse la première loi du changement de comportement. Au lieu de rendre une habitude évidente, il faut la rendre invisible. James Clear conclut que la maîtrise de soi est une stratégie à court terme. Le véritable secret, c'est de façonner un environnement qui facilite les bonnes habitudes et rend les mauvaises difficiles. Faites en sorte que les bons signaux soient visibles et que les mauvais disparaissent.